Dans cette deuxième vidéo sur la linéarité de l'intégrale, on va montrer que si j'ai deux fonctions Riemann intégrables, f et g, sur un même intervalle AB, alors f plus g, leur somme est Riemann intégrable aussi, et l'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc à nouveau, rien que vous ne sachiez pas déjà, maintenant, pourquoi ça marche. L'intégrale entre a et b de f de t plus g de t dt, ça va être, comme on s'y attendait, l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Alors, comment on va montrer ça? On va commencer par montrer que f plus g est intégrable en utilisant le critère numéro 1. Donc il va y avoir deux parties. La première, c'est de montrer que f plus g est intégrable, et la deuxième, c'est de montrer cette égalité. Et on va le faire avec... La première partie, on va la faire avec le critère numéro 1. Montrons que f plus g est Riemann intégrable avec le critère 1. Donc on va prendre un epsilon positif et on va chercher une subdivision. Sigma, ou plutôt θ, vous allez voir pourquoi dans un instant, une subdivision que je vais noter θ de AB, telle que I plus de F plus G θ moins I moins de F plus G θ est plus petit que epsilon. Une fois que j'ai trouvé ça, j'ai gagné. Alors maintenant, je sais que f est intégrable, donc je sais qu'il existe une subdivision sigma donc f, elle est intégrable sur l'intervalle AB, donc il existe une subdivision de AB, sigma, telle que I plus de f sigma moins I moins de f sigma, c'est plus petit que je vais prendre epsilon sur 2. Pourquoi epsilon sur 2? Parce que comme ça me laisse de la marge pour G. G aussi est intégrable sur AB, donc il existe une autre subdivision que je vais appeler tau, telle que I plus de G tau moins I moins de G tau, c'est plus petit que epsilon sur 2. Et moi, je veux une subdivision θ qui fonctionne pour la fonction f plus g. Comment je vais faire ça? Parce que là, des subdivisions, j'en ai deux. J'ai sigma d'un côté et tau de l'autre. Et bien, on va construire une troisième subdivision θ à partir de sigma et tau, comme on avait fait dans une preuve précédente. Donc, au tout début du chapitre, on avait montré que I plus de f était forcément plus grand que I moins de f en utilisant cette technique-là, mais elle n'était pas évidente. Donc, on construit une subdivision θ en mettant ensemble les points de sigma et de tau, et ça nous fait donc une subdivision avec plus de points qu'on va noter θ. Donc, en faisant comme dans la preuve, du fait que c'était dans la preuve du fait que I plus de f est plus grand que I moins de f, on construit une nouvelle subdivision θ qui contient les points de sigma et les points de tau.
Donc c'est une subdivision en plus de sous-intervalles. Et dans ce cas-là, en fait, on va avoir que I- de f sigma, ça va être plus petit que I plus, que I- de f tau, de f θ, pardon, et I plus de f sigma est plus grand que I plus de f θ. Et ça va être pareil pour G. On va obtenir que I- de G tau, il est plus petit que I- de f θ, de G θ, bien sûr. De G θ, c'est ça. Pas F, voilà. Et I plus de G tau, ça va être plus grand que I plus de G θ. Alors, je me rappelle que ce point-là était un peu difficile dans la preuve du fait que I plus de F était plus grand que I moins de F, donc j'aimerais revenir dessus sur un exemple. Il se passe quoi en fait quand je fais cette subdivision où je rajoute des points? Donc plutôt que d'introduire une tonne de notation, je voudrais juste faire un exemple pour vous donner une idée. Donc on a ici notre droite des réels, avec dedans l'intervalle A, B, et on a d'une part une subdivision de AB qu'on va appeler sigma, et dont les points, je vais les appeler xi. Donc x0, le premier, c'est forcément A, après je vais avoir x1, après je vais avoir x2, quelque part là-dedans, après je vais avoir x3, x4, je vais m'arrêter à 5, x5, le dernier point, c'est forcément B. Et j'ai une autre subdivision, donc ça va être sigma, et j'ai une autre subdivision tau, je vais la mettre en violet. Tau, ces points, je vais les appeler yi, donc les points de tau, il y a toujours A, A c'est forcément le premier, donc y0 c'est forcément égal à x0, après je vais avoir y1, y2, y3, mettons par là. On va dire que y4 c'est le même que x3. Y5 je vais le mettre là. Pourquoi pas, après tout. Y6 je vais le mettre là. Et je vais m'arrêter à 7. Le dernier, du coup, y7, c'est forcément B. Et donc les points en violet, là, c'est ma subdivision tau. Et alors du coup, la nouvelle subdivision θ, je vais l'obtenir en prenant tous les points bleus et tous les points violets. Mais alors du coup, il faut que je les remette dans l'ordre. Je ne peux pas prendre d'abord tous les xi, puis après tous les yi, parce que dans une subdivision, les points, ils doivent être dans l'ordre. Du coup, dans ma nouvelle subdivision, z0, c'est le premier, donc il est égal à a, qui est égal à x0, qui est égal à y0. Le suivant, c'est y1, donc c'est lui, z1. Le suivant, c'est y2, donc c'est lui, z2. Puis z3, ça va être x1. z4, c'est x2. Après, j'ai y3, donc ça va être lui, z5. z6, il va être égal à x3, qui est aussi égal à y4. y5, ça va être z7. Après, j'ai z8 qui est égal à x4, z9 qui est égal à y6, et z10, c'est le dernier. Donc déjà, un premier truc à remarquer, c'est que dans la partition orange, là, dans la subdivision orange, il y a 11 points, numérotés entre 0 et 10. Et donc, c'est pas égal au nombre de points de la subdivision bleue plus le nombre de points de la subdivision violette, parce qu'il y a 3 points qui sont en fait communs aux deux subdivisions. Il y a y0 qui est égal à x0, y5, y7 qui est égal à x5, et y4 qui est égal à x3 en plein milieu. Donc ça, c'est ma nouvelle subdivision θ où il y a plus de points. Et l'idée en intégrale de Riemann, si vous vous rappelez, c'est que quand je fais une subdivision, après, sur chaque intervalle de la subdivision, j'approxime la fonction f sur ce sous-intervalle par des rectangles par en dessous et des rectangles par au-dessus. Les rectangles par en dessous, c'est i-, les rectangles par au-dessus, c'est i+. Et l'idée
un peu intuitif, c'est que plus j'ai de points et plus l'approximation est précise. Donc si je prends des intervalles plus petits, les i+, les i- ils vont être plus précis. Donc on s'attend à ce que l'approximation par le bas avec θ, elle soit plus précise que celle-ci, et donc plus précise en arrivant par en dessous, ça veut dire plus grande. Donc ce résultat-là, il n'est pas déconnant. Et pareil de l'autre côté avec i+. Alors maintenant, si on essaie de voir concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si j'essaye de comparer i plus de fθ avec i plus de f sigma sur mon exemple là avec la partition orange et la partition bleue. Du coup, si j'essaye de calculer i plus de fθ, ça va être la somme pour i allant de 0 à 10 moins 1, puisque ici, dans la partition θ, le dernier numéro c'est 10, de sup de f sur l'intervalle zi plus 1 fois zi plus 1 moins zi. Et moi, je veux comparer ça à i plus de f sigma. I plus de f sigma, c'est la même chose, mais avec seulement les points bleus. Donc ce que je vais faire pour comparer les deux, c'est que les points zi, là, les sous-intervalles zi, je vais les répartir en fonction de c'est lesquels qui tombent entre x0 et x1. Donc les zi qui tombent entre x0 et x1, les sous-intervalles, c'est z0, z1, z1, z2 et z2, z3. Donc je vais prendre le sup de f sur les sous-intervalles zi plus 1, donc pour i allant de 0 à 2, donc on va avoir z0, z1, à z1, z2 et z2, z3. Donc ici, j'ai juste les sous-intervalles zi plus 1 qui tombent dans le premier intervalle de la partition bleue, qui tombe entre x0 et x1. Après, l'autre partie, je vais regarder ceux qui tombent entre x1 et x2. Là, c'est pas difficile. Ça va être ceux qui sont entre 3. Il y a un seul sous-intervalle entre x1 et x2, c'est z3, z4. Donc ça va être une somme à un seul point. Sup de f sur zi plus 1. Et ici, i va être égal à 3. Donc ça nous fait l'intervalle z3, z4, qui correspond à x1, x2. Ensuite, je regarde les éléments de ma subdivision z qui tombent entre x2 et x3. Il va peut-être me falloir un peu plus de place. Donc je vais décaler tout ça. Sur la gauche, hop là. Youp. Voilà, avec ça, on va avoir de la place. Donc ensuite, si je regarde les points de la partition Z qui tombent entre x2 et x3, il y a z4, z5 et z5, z6. Donc il faut que i aille de 4 à 6 moins 1. Sup de f sur zi plus 1, zi plus 1 moins zi, toujours pareil. Ensuite, ceux qui tombent entre x3 et x4. Donc cette fois, c'est la somme pour z allant de 6 à 8. Donc il faut que je m'arrête à 8 moins 1, parce que sinon zi plus 1, il va dépasser. Sup f zi plus 1 moins zi. Et il me reste un dernier terme, c'est ceux qui vont tomber entre x4 et x5. Donc plus, dernier terme, somme pour i allant de 8 à 10 moins 1, sup de f, zi plus 1 moins zi, toujours sur zi plus 1. Alors qu'est-ce que j'ai fait là du coup? Du coup, ma somme sur les sous-intervalles zi plus 1, je l'ai séparée en catégories selon la subdivision bleue. Donc il y a 3 sous-intervalles de la subdivision orange qui tombent dans le premier sous-intervalle de la subdivision bleue. Après, il y a un intervalle de la subdivision orange qui tombe dans le deuxième sous-intervalle de la subdivision bleue.
puis il y a 2 sous-intervalles de la subdivision orange qui tombent dans le 3e sous-intervalle de la subdivision bleue, et ainsi de suite. Donc là, il y en a 2 qui tombent entre x3 et x4, et à nouveau 2 qui tombent entre x4 et x5. Donc dans cette première somme, je vais séparer ma grande somme là sur les ZI en 5 petites sommes. Dans la première, les sous-intervalles ZI, ZI plus 1, quand I est entre 0 et 2, ils sont inclus dans x1, x2. Ici, dans cette somme-là, les ZI, ZI plus 1, pour I allant de 3 à 3, donc pour I égale 3, c'est inclus dans... Ah pardon, c'est pas x1, x2, ici c'est x0, x1, je suis désolé. Si je m'embrouille, ça ne va pas aider. x0, x1. Ici, on tombe dans x1, x2. Ici, pour I allant de 4 à 5, les ZI, ZI plus 1, les intervalles ZI, ZI plus 1, ils tombent entre x2 et x3. Ici, ils tombent entre x3 et x4. Et ici, ils tombent entre x4 et x5. Voilà. Super, vous allez me dire, et donc le sub de f sur le sous-intervalle z0, z1, ou z1, z2, ou z2, z3, si je prends le sub de f sur z0, z1, comme z0, z1, il est inclus dans x0, x1, le sub de f sur ce sous-intervalle, il est plus petit que le sub de f sur x0, x1. Pareil, le sub de f sur z1, z2, vu que z1, z2, il est inclus dans x0, x1, il va être plus petit que le sub de f sur x0, x1. Et pareil, entre z2 et z3. Donc le sub ici, quel que soit i, il est plus petit que le sub de f sur x0, x1. Du coup, la première somme, je peux la majorer par la somme pour i allant de 0 à 3 moins 1 de sub de f sur x0, x1, puisque tous les ZI là-dedans, ils sont inclus dans x0, x1, puisque tous les ZI, ZI plus 1 sont inclus dans x0, x1 dans cette première somme, le sub de f sur ZI, ZI plus 1, il est plus petit que le sub de f sur x0, x1 fois ZI plus 1 moins ZI. La deuxième somme, c'est des sous-intervalles ZI plus 1, ZI et ZI plus 1 est inclus cette fois dans x1, x2. Donc le sub de f sur ZI, ZI plus 1, donc ici il n'y en a qu'un, c'est lui, il est plus petit que le sub de f sur x1, x2. Dans la troisième somme, tous les sous-intervalles ZI, ZI plus 1 sont inclus dans x2, x3, donc le sub de f sur ZI, ZI plus 1, c'est plus petit que le sub de f sur x2, x3. Devinez quoi, ça va être pareil pour les deux dernières. Le sub de f sur cette somme-là, il est plus petit que le sub de f sur x3, x4. Je vais mettre en dessous pour avoir la place. C'est plutôt que j'ai pris trop de place ici. Toc. Excusez ces ajustements un peu laborieux. Voilà, ça va me laisser la place d'écrire mon ZI plus 1 moins ZI. La première somme, elle va de 3 à 3. La deuxième, elle va de 4 à 6 moins 1. La quatrième, elle va de 6 à 8 moins 1. Et enfin, celle qui est en dessous,
Bah, du coup, cette fois, on peut majorer le sub de f sur zi plus 1, zi, par le sub de f sur x4, x5. Voilà. Mais maintenant, remarquez que dans chaque somme, le sub de f sur x0 plus 1, dans cette somme-là, il ne dépend pas de i, c'est une constante. Donc je peux le sortir de la somme. Et la somme, il reste quoi? Bah, il reste zi plus 1 moins zi pour i allant de 0 à 2. Mais si je fais ça, zi plus 1 moins zi pour i allant de 0 à 2, c'est une somme télescopique. La somme des zi plus 1 moins zi avec i allant de 0 à 2, il va juste me rester à z3, donc zi plus 1 avec i égale 2, moins z0. Je vais faire pareil avec la deuxième somme. Je vais sortir le sub de f sur x1, x2, parce qu'il ne dépend pas de i, c'est une constante, fois une somme télescopique, donc il va me rester seulement z4 moins z3. Ensuite, j'ai le sub de f sur x2, x3. Somme télescopique, il va me rester z6 moins z4. Et ici, je vais avoir le sub de f sur x3, x4 fois somme télescopique, il va me rester x8, z8 moins z6. Et la dernière somme en bas, là, elle va être égale à sup de f sur x4, x5 fois z10 moins z8. Donc on peut majorer i plus de f θ par cette somme-là. Mais c'est qui en fait cette somme-là? Bah, si vous regardez qui c'est z3, z3 c'est x1 et z0 c'est x0. Donc ici vous avez x1 moins x0. Z3 on a dit que c'était x1 et z4 c'est x2. Donc là c'est x2 moins x1. Z6, devinez quoi? Z6 c'est x3. Donc là j'ai x3 moins x2. Z8 et Z6 c'est respectivement x4 et x3. Donc ici j'ai x4 moins x3. Et ici Z10 moins Z8 c'est tout pile x5 moins x4. Mais du coup en fait cette somme-là, la somme des subs de f, en fait c'est la somme des subs de f sur xi, xi plus 1 fois xi plus 1 moins xi. Donc c'est égal à i plus de f sigma. Donc on a montré que i plus de f θ, c'est plus petit que i plus de f sigma. Quand on rajoute des points et qu'on resubdivise comme ça, en fait c'est comme si on resubdivisait tous les intervalles et on peut donc majorer par i plus de f sigma. Et c'est ce qui nous donne ce résultat-là. Évidemment, ça se passe pareil avec l'inf. Si j'avais ici des infs, quand les zi, zi plus 1 sont inclus dans x0, x1, bah du coup, l'inf de f sur zi, zi plus 1, il est plus grand que l'inf de f sur x0, x1. Donc cette fois, j'obtiendrai une minoration de i moins de f θ par i moins de f sigma. Et il se passe la même chose avec G et la subdivision taux. Donc vous pouvez essayer avec la subdivision violette, là, avec les YI, si vous voulez vraiment comprendre comment ça marche, vous pouvez essayer avec cet exemple. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a ce résultat-là. Quand on prend une subdivision plus fine, on obtient un i- plus grand et un i plus petit. Autrement dit, on obtient une meilleure approximation. Donc voilà, je termine cette explication de pourquoi on a ça. Et maintenant, du coup, on va pouvoir s'en servir. Donc si vous n'avez pas perdu le fil, on veut montrer que f plus g est intégrable. Donc ici, remarquez que ce qu'on a obtenu, c'est que i moins de f sigma, c'est plus petit que i moins de f θ.
I plus de F sigma, c'est plus grand que I plus de F θ. Donc si on soustrait ces deux inégalités, donc je vais les remettre en dessous, on va s'en servir, donc je vais les copier en bas. Donc déjà la première, on en déduit que si je fais I plus de F θ moins I moins de F θ, ben ça va être plus petit, I plus de F θ, il est plus petit que I plus de F sigma, et moins I plus de F θ, il est plus petit que moins I plus de F sigma. Donc on a ça. Et cette subdivision sigma, on l'avait choisie pour que ça fasse I plus de F sigma moins I moins de F sigma plus petit que epsilon sur 2. Donc I plus de F θ moins I moins de F θ, c'est plus petit que epsilon sur 2. Même chose avec G. Si je fais I plus de Gθ moins I moins de Gθ, ça va être plus petit que I plus de G tau moins I moins de G tau. C'est plus petit que epsilon sur 2. Du coup, cette fois, j'ai un peu le même résultat que celui que j'avais obtenu dès le début. J'ai une subdivision telle que I plus de F θ moins I moins de F θ, c'est plus petit que epsilon sur 2, et pareil pour G. Mais là où j'ai avancé, c'est que maintenant, c'est la même subdivision pour F et pour G. Et du coup, peut-être je peux utiliser cette subdivision pour F plus G. Si elle est bonne pour F et bonne pour G, peut-être qu'elle est bien pour F plus G. Alors ça va être le cas, évidemment, sinon je ne vous aurais pas fait faire tout ça. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que si je note θ, la subdivision, je vais la noter Z0 jusqu'à ZP, je vais appeler ZI les points de la subdivision. Alors, pour tout x dans ZI plus 1, qu'est-ce que je peux dire de f de x plus g de x? F de x plus g de x, bah f de x, il est plus petit que le sub de f sur ZI plus 1, plus le sub de g sur ZI plus 1. Du coup, sub de f plus sub de g, c'est un majorant de f plus g sur l'intervalle ZI plus 1. Donc le sup de f plus g sur l'intervalle ZI plus 1, il est plus petit que le sup de f plus le sup de g. Mais du coup, si je fais I plus de f θ, de f plus g θ, c'est donc la somme pour I allant de 0 à P-1 des sup de f plus g sur ZI plus 1 fois ZI plus 1 moins ZI. Ça va être du coup plus petit que la somme pour I allant de 0 à P-1, donc sup de f plus g, on a vu qu'on pouvait le majorer par sup de f plus sup de g. Fois ZI plus 1 moins ZI. Mais du coup, cette somme-là, je peux la séparer en deux sommes. Je vais faire d'un côté sup de f fois ZI plus 1 moins ZI et de l'autre sup de g fois ZI plus 1 moins ZI, et ça va me faire tout pile I plus de f θ plus I moins I plus de g θ. I plus de f plus g θ, c'est inférieur ou égal à I plus de f θ plus I plus de g θ. D'un autre côté, pour tout x dans
zi plus 1. F de x, il est plus grand que l'inf de f sur zi plus 1. G de x, il est plus grand que l'inf de g sur zi plus 1. Donc f plus g de x, il est plus grand que l'inf de f plus l'inf de g. Donc inf de f plus inf de g est un minorant de f plus g sur cet intervalle. Donc inf de f plus g, c'est plus grand que l'inf de f plus l'inf de g. Toujours sur zi plus 1 partout. Mais du coup, si je calcule, je suis sûr que vous me voyez venir, si je calcule i moins de f plus g θ, qu'est-ce que je suis en train de faire? F plus g θ. Enfin, en faisant exactement comme juste au-dessus, là, c'est la somme des inf de f plus g sur zi plus 1 fois zi plus 1 moins zi que je vais pouvoir minorer par la somme des inf de f fois zi plus 1 moins zi, c'est-à-dire i moins de f θ plus i moins de g θ. Donc à nouveau, en procédant comme juste au-dessus, on obtient ceci. Et maintenant, si on soustrait ces deux inégalités que j'ai surlignées en bleu, là, on obtient que i plus de f plus g θ moins i moins de f plus g θ. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire encore? Je ne sais pas pourquoi j'ai absolument mettre la virgule après le f. F plus g θ, c'est plus petit que i plus de f θ moins i moins de f θ plus i plus de gθ moins i moins de gθ. Maintenant, i plus de fθ moins i moins de fθ, on avait obtenu juste au-dessus que c'était plus petit que epsilon sur 2, et i plus de gθ moins i moins de gθ aussi. Donc tout ce beau monde-là est plus petit que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, qui fait tout pile epsilon. Comme la vie est bien faite, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Vous en fiez pas, on n'a pas fini. On n'a toujours pas montré que l'intégrale de f plus g, ça fait l'intégrale de f plus l'intégrale de g. C'est notre deuxième point. Donc là, ce qu'on a obtenu avec le critère numéro 1, c'est que f plus g est Riemann intégrable. Ouf. Donc c'est assez technique. Mais c'est en fait ce qui est surtout technique, c'est cette histoire de construire une subdivision plus précise à partir de deux autres subdivisions. C'est super intuitif, mais c'est hyper pénible à écrire. Mais une fois qu'on a ça, et qu'on sait majorer le sub de f plus g et minorer l'inf de f plus g, et ben le reste tombe tout seul. Donc reste à montrer que l'intégrale de f plus g c'est égal à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Aziz Lumière. Alors, allons-y, comment on fait ça? Alors, ce qu'on sait, c'est que i plus de f, par définition, c'est l'inf, donc c'est le plus
petit minorant de l'ensemble de tous les I plus de F sigma pour n'importe quelle subdivision sigma de AB. Et I plus de G, devinez quoi, c'est l'inf de tous les I plus de G taux pour toutes les subdivisions taux de AB. Alors super, c'est le rappel de la définition. Pourquoi ça nous aide? Du coup, si je prends un epsilon positif, du coup, I plus de F plus epsilon sur 2, vu que I plus de F, c'est le plus grand minorant de cet ensemble, I plus de F plus epsilon sur 2, qui est encore plus grand, c'est pas un minorant de l'ensemble. Donc c'est pas un minorant de l'ensemble des I plus de F sigma pour toutes les subdivisions sigma. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas un minorant de l'ensemble? Ça veut dire qu'il existe un élément dans cet ensemble qui est plus grand que lui, qui est plus petit que lui. Il existe une subdivision sigma 0 de AB telle que le I plus de F sigma 0 qui lui correspond va être plus petit que I plus de F plus epsilon sur 2. C'est ça que ça veut dire ne pas être un minorant, c'est qu'il y a un élément de cette forme-là qui est plus petit que I plus de F plus epsilon sur 2. Et de même, si je fais pareil avec I plus de G, il existe une subdivision taux 0 de AB telle que I plus de G taux 0, c'est plus petit que I plus de G plus epsilon sur 2. Maintenant, avec sigma 0 et taux 0, en faisant comme au-dessus, je peux faire une nouvelle partition θ 0. Donc la partition obtenue à partir de sigma 0 et taux 0, comme on a fait juste au-dessus. On a alors I plus de F θ 0 qui est plus... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, pardon, je me suis perdu. Si on fait comme juste au-dessus, je vais prendre un peu plus de place, je vais à la page en dessous. On a alors I plus de F plus G θ 0. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au-dessus. Quand on fait ça, I plus de F plus G θ 0, c'est plus petit que I plus de F θ 0 plus I plus de G θ 0. I plus de F θ 0, il est plus petit que I plus de F sigma 0. I plus de G θ 0, il est plus petit que I plus de G taux 0. Qui est plus petit que I plus de F plus epsilon sur 2. Donc I plus de F θ 0, sigma 0, il est plus petit que I plus de F plus epsilon sur 2. Et lui, I plus de G plus θ 0, il est plus petit que I plus de G plus epsilon sur 2. Et I plus de F plus G θ 0, il est plus grand que l'inf de tous les I plus de F plus G θ 0. Et ça, c'est ce qu'on a appelé I plus de F plus G. L'inf de tous les I plus de F plus G θ pour θ subdivision de AB, c'est lui I plus de F plus G.
En particulier avec ce θ0 là, i plus de f plus g θ0, c'est plus grand que i plus de f plus g. Donc ce qu'on a obtenu, si je mets tout ensemble, c'est que i plus de f plus g, il est plus petit que i plus de f plus i plus de g plus epsilon pour tout epsilon positif. Et ça, c'est vrai pour tout epsilon positif, donc je peux passer à la limite quand epsilon tend vers 0. On obtient alors que i plus de f plus g, c'est plus petit que i plus de f plus i plus de g. Si on fait la même chose avec les i-, on va trouver de la même façon que i- de f plus g, c'est plus grand cette fois, hein, tout est inversé, c'est des infs. I- du coup, c'est les sup sur tous les i- de f sigma. Donc tout va être dans l'autre sens, mais on obtient que i- de f plus g, c'est plus grand que i- de f plus i- de g. Mais maintenant, on sait que f et g sont intégrables, donc i plus de f, c'est l'intégrale de f entre a et b. I plus de g, c'est l'intégrale de f entre a et b. Et c'est pareil pour f plus g. Et ces trois fonctions-là, on sait qu'elles sont Riemann intégrables. F et g, on les avait supposées intégrables au départ, et f plus g, on a montré qu'elles l'étaient. Donc, i plus de f et i moins de f, c'est égal. C'est égal à l'intégrale de f. De f, pas de g, évidemment. Évidemment, c'est la même chose pour g. I plus de g et i moins de g, ils sont tous les deux égaux à l'intégrale de g. Et i plus de f plus g et i moins de f plus g, ils sont tous les deux égaux à l'intégrale de f plus g. Mais du coup ici, ce qu'on a obtenu, c'est que l'intégrale entre a et b de f plus g, elle est plus petite que l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Et ici, ce qu'on a obtenu, c'est que l'intégrale de f plus g sur ab, elle est plus grande que l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc, l'intégrale de f sur ab, l'intégrale de f plus g sur ab, elle est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g, comme on pouvait s'y attendre. Donc c'est une propriété assez évidente, mais au final, elle n'est pas facile à démontrer proprement avec notre construction. J'espère néanmoins que c'était clair et je vous remercie de votre attention.